Il existe une partie d'Internet que tu ne verras jamais, mais qui te connaît déjà. Quand on entend l'expression « dark web », l'esprit imagine immédiatement des hackers encapuchonnés dans des sous-sols obscurs à New York, Moscou ou Pékin. On pense à des trafics d'armes, à des tueurs à gages, à des choses qui semblent sortir tout droit d'un film hollywoodien. L'image est spectaculaire, presque rassurante, tellement elle semble lointaine. On se dit « ça, c'est ailleurs, c'est pour les grandes puissances, cela ne me concerne pas ». Mais la réalité est bien différente, et surtout, elle est beaucoup plus proche de toi que tu ne l'imagines. En ce moment même, pendant que tu lis ces lignes sur des places de marché cachées, accessibles uniquement avec un navigateur spécial comme Tor, des milliers de données personnelles de Camerounais, d'Ivoiriens, de Sénégalais, de Congolais sont échangées chaque seconde. Pas des données venues d'Europe ou d'Amérique, tes voisins, tes compatriotes, peut-être toi. Alors, qu'est-ce que le dark web concrètement ? Ce n'est pas un endroit mythique, ni un réseau parallèle réservé à une élite de pirates. C'est une couche d'Internet que les moteurs de recherche classiques comme Google ne peuvent pas indexer. Imagine une ville immense. La surface, c'est le web que tu connais, les sites que tu visites, les réseaux sociaux, les actualités. En dessous, il y a des couches invisibles, des galeries souterraines où les lumières ne brillent pas. Pour y accéder, il faut utiliser des outils spécifiques qui masquent ton identité et ton emplacement. C'est là, dans ces galeries, que se tient le vrai marché. Contrairement aux mythes qui circulent, le dark web n'est pas un endroit exclusivement réservé à des activités spectaculaires. En réalité, c'est avant tout un immense supermarché de l'information personnelle. Un marché de gros où la marchandise, c'est toi. Et ce qui s'y vend le plus, ce ne sont ni les armes ni les drogues, du moins pas en Afrique francophone. Ce qui s'y échange massivement, ce sont les comptes Orange Money et MTN Mobile Money déjà vérifiés, ceux que tu utilises tous les jours pour envoyer de l'argent à ta famille ou payer ton marché. Ce sont les bases de données d'entreprises locales que tu as peut-être contactées pour un abonnement ou un service. Les accès à des comptes WhatsApp d'entrepreneurs avec leurs conversations professionnelles et leurs contacts. Les scans de cartes d'identité nationale, recto verso, propres et nettes. Et même des fichiers entiers contenant les coordonnées de milliers de citoyens avec leurs adresses, leurs numéros de téléphone, leurs identifiants fiscaux et parfois leurs relevés bancaires. Et ce qui est frappant, c'est que ces données ne viennent pas toujours de hackers hors pair, ces génies du code capables de traverser les pare-feux les plus sophistiqués. Non, elles proviennent souvent de fuites internes beaucoup plus banales. Un employé d'une agence de télécom qui vend une base de données contre un mois de salaire, une start-up locale qui a négligé de sécuriser son serveur, un site de e-commerce qui stocke tes documents en clair sans aucun chiffrement, ou simplement de nos propres négligences. Ce fichier que tu as envoyé par WhatsApp à un agent commercial qui t'avait l'air sérieux. Cette photo de ta carte d'identité que tu as postée sur un groupe Facebook pour valider ton inscription. Ce document que tu as scanné dans une boutique d'Internet pour une procédure urgente. Maintenant, je veux que tu comprennes pourquoi tout cela te concerne directement, toi qui vis au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon ou ailleurs sur le continent. Parce que ce marché n'est pas une abstraction lointaine, il est alimenté par des acteurs locaux pour des victimes locales. Un cybercriminel basé à Douala, Abidjan ou Dakar peut acheter sur ces places de marché un pack contenant le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de 1000 citoyens pour à peine $50. $50, à peine 30 000 francs CFA. Avec cette base de données, il va monter des opérations d'arnaque à grande échelle, sans même avoir besoin de compétences techniques avancées. Il peut par exemple appeler tes proches en s'usurpant ton identité. Il a ton nom, ton adresse, avec quelques recherches sur tes réseaux sociaux, là où tu postes peut-être tes photos de vacances ou tes check-in, il connaît tes habitudes, tes relations, ton langage. Il appelle ta mère ou ton père en se faisant passer pour toi. Il utilise un numéro qui semble crédible. Il invente une histoire, une voiture en panne à l'autre bout de la ville, une urgence médicale qui nécessite un paiement immédiat, une occasion d'affaires à saisir dans l'heure. Ta mère qui entend la voix de son enfant paniqué ne prend pas le temps de vérifier. Elle envoie l'argent, le lendemain tu lui demandes « tout s'est bien arrangé ?» et toi tu ne comprends rien. L'argent est parti et c'est ton nom qui a été utilisé pour le réclamer. Mais ce n'est que la partie la moins sophistiquée de l'iceberg. L'usage le plus dangereux, celui qui te suit pendant des années et peut détruire ta vie sans que tu t'en rendes compte, c'est quand ces données servent à créer des comptes à ton insu.
des comptes de trading en ligne, des portefeuilles de crypto-monnaies, des comptes sur des plateformes de paris sportifs, des comptes bancaires dans des néobanques qui ne vérifient qu'à peine l'identité de leurs clients. Ces comptes sont ensuite utilisés pour blanchir de l'argent provenant d'autres activités illégales, arnaque au président, vente de faux produits, ransomware, trafic. L'argent sale entre, il est mélangé à d'autres transactions, il ressort propre. Et à la fin de la chaîne, c'est ton nom qui apparaît dans toutes les transactions. Toi, tu deviens involontairement le prête-nom de criminel. Et quand les autorités finissent par remonter la piste, quand la police économique ouvre une enquête, c'est à ta porte qu'elle frappe. C'est toi qu'on interpelle. C'est toi qui dois prouver que tu n'es pas le propriétaire de ce compte, que tu n'as jamais fait ces transactions, que tu n'as jamais reçu cet argent. Et essaie donc d'expliquer à un juge que quelqu'un d'autre que toi a utilisé ton identité sur Internet. Mais voici ce qui est encore plus troublant dans cette réalité du dark web en Afrique. Les principaux acteurs ne sont pas des génies de la technologie formés dans les grandes universités étrangères, avec des ordinateurs hyper sécurisés et des connaissances en cryptographie avancée. Non. Ils proviennent souvent de jeunes de quartiers ordinaires, parfois encore étudiants, parfois même lycéens. Ces jeunes que tu croises dans la rue, dans les transports, dans les cybercafés. Ils achètent ces données sur le dark web, mais surtout, ils les revendent sur des groupes Telegram ou WhatsApp beaucoup plus accessibles, où il suffit d'une invitation pour entrer. Des groupes anonymes, avec des centaines de membres, des échanges qui ressemblent à du commerce de quartier. Ils ne maîtrisent peut-être pas la programmation avancée, beaucoup ne savent même pas coder une ligne en Python. Mais ils ont compris un principe simple, presque brut. L'information personnelle a de la valeur. Un compte mobile money pré-vérifié peut se revendre jusqu'à 20 000 francs CFA à un fraudeur qui veut opérer sans laisser de traces. Une base de données d'une compagnie d'électricité, avec les adresses et les numéros de compteur, peut rapporter des centaines de milliers de francs à celui qui sait la revendre au bon intermédiaire. Un simple scan de carte d'identité, avec un selfie de la personne tenant la carte, se vend entre 5 à 10 $ selon la qualité. Et ce marché prospère parce que nous, citoyens ordinaires, n'avons pas encore pris conscience que nos données valent de l'argent. Nous gardons notre portefeuille dans une poche intérieure, nous vérifions discrètement quand nous retirons de l'argent au distributeur, nous couvrons notre main quand nous tapons notre code secret. Mais nos documents d'identité, nos numéros de téléphone, nos adresses, nos factures, tout ce qui constitue notre identité numérique, nous les laissons traîner comme des objets sans valeur. Maintenant, voici la révélation qui doit te faire réfléchir et qui change tout. Le dark web n'est pas une abstraction lointaine, ce n'est pas une fiction, c'est tout simplement l'endroit où atterrissent nos négligences numériques du quotidien. Ce site de e-commerce où tu as créé un compte avec ton adresse et ta carte d'identité, mais dont tu as oublié l'existence depuis 3 ans. Cette application de livraison qui a gardé tes documents après que tu l'as utilisé une seule fois, un soir où tu avais la flemme de sortir. Ce groupe WhatsApp où tu as partagé une photo de ton passeport pour une procédure administrative parce que c'était plus rapide comme ça. Ce document que tu as scanné dans une boutique d'internet pour une procédure urgente. Toutes ces informations, dispersées aux 4 vents du web, finissent par circuler. Elles sont collectées, agrégées, mises en lot, revendues. Et quelque part sur le dark web ou sur des groupes Telegram bien visibles, quelqu'un est prêt à payer pour les récupérer. Alors non, le dark web n'est pas une mythe, ce n'est pas une histoire de hacker hollywoodien, c'est une réalité économique qui touche déjà des milliers d'Africains sans qu'ils le sachent. Et la seule manière de ne pas devenir la prochaine victime, c'est de comprendre une vérité simple mais fondamentale. Ton identité numérique a une valeur, la même valeur que ton portefeuille, la même valeur que l'argent liquide que tu gardes précieusement dans ta poche. Parce qu'aujourd'hui, sur cette partie cachée d'Internet que tu ne verras jamais, tes informations personnelles pourraient déjà être en train de circuler. Quelqu'un, quelque part, peut être en train de consulter un fichier contenant ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Et si ce n'est pas encore le cas, ce que tu fais dès maintenant avec tes données, la façon dont tu les partages, à qui tu les confies, sur quel site tu les déposes, déterminera si demain, tu feras partie de ceux qui regardent le marché de l'extérieur ou de ceux qui sont sur l'étalage.